Bienvenue dans le podcast Congo Lobby Lelo, un podcast consacré aux enjeux et défis congolais et africains contemporains. Nous vous proposons des conversations ambitieuses intellectuellement, responsables politiquement et pertinentes socialement, pour réinventer notre avenir. Ingeta. Demain le Congo. Demain le Congo est une série de conversations autour de la réinvention du Congo-Kinshasa avec Jean-Pierre Mbelou, abbé et analyste politique. L'historien sénégalais Ibrahima Thioub affirme que dans beaucoup de sociétés africaines, le pouvoir politique s'était partout construit autour de l'imaginaire d'un État nourricier et protecteur. Dans la mesure où au Congo-Kinshasa aujourd'hui l'État n'assure plus ses rôles, quelle est la pertinence du pouvoir politique congolais? Que vaut-il et quel sens fait-il? Il n'a plus de sens. Le pouvoir, voilà, nous venons de le qualifier de pouvoir os. C'est-à-dire, c'est comme un os, le pouvoir tel qu'il est exercé au Congo, c'est comme un os jeté au chien. Parce que ce ne sont pas les gouvernants qui exercent ce pouvoir. Les gouvernants sont là pour garantir au nouveau cercle de pouvoir qu'on appelle aujourd'hui multinationales, transnationales, les grandes banques qui constituent une corporatocratie qui gère le monde. Alors, ils ont leurs gouverneurs, leurs marionnettes, leurs nègres de service à qui ils jettent un os, à qui ils donnent l'impression qu'ils gèrent leur pays, mais ils sont là pour pouvoir être au service de ces nouveaux cercles de pouvoir. Donc, la gestion de ce pouvoir os n'est pas faite pour le bien des populations. Hein? Le sociologue là dit quelque chose de fondamental. Regardez, dans nos villages, nous qui avons grandi au village, nous nous sommes rendus compte à un certain moment que, dans mon village par exemple à Kanyuka, quand nous grandissions et que l'un de nous avait commis un forfait, la police ne pouvait pas venir le chercher pour aller le juger en ville. Avant de sortir avec ce monsieur de chez nous, le chef Kanyuka était attentif. Il interpellait la police. Celui-là, vous allez avec lui où? Qu'est-ce qu'il a fait? Et souvent, il récupérait celui qui avait commis le forfait en disant à la police, laissez-moi le juger. Si je ne réussis pas, vous viendrez le prendre. Et dans la plupart de nos villages, les chefs avaient 2, 3 femmes. Pourquoi? Pour qu'il y ait suffisamment de nourriture à la maison, afin que les orphelins, les gens qui n'ont pas où manger, si jamais ils passent par là, ils puissent avoir accès à la nourriture. Et les chefs étaient les gardiens des terres. Ils protégeaient les terres parce que c'était les terres villageoises et n'appartenaient pas à un seul individu. C'est ainsi que pour par exemple, donner la terre à un étranger, on le faisait à l'issue d'un débat, d'une palabre à laquelle tous les villageois étaient invités. Cela d'autant plus que presque tous les villageois avaient leur lopin de terre qu'ils devaient exploiter. Donc, vous voyez, le chef est gardien du village, il est gardien, il protège son village, il assure la vie et la survie à ceux qui sont commis à sa charge. Or, ce n'est pas cela que l'on vit aujourd'hui au Congo. Pourquoi tue-t-on nos populations à l'Est? On les chasse de leurs terres pour que ces terres puissent être récupérées par les multinationales. Vous savez par exemple que la Jordanie a acheté 25% de la forêt congolaise sans que cela ait été soumis au débat, ni au niveau de nos populations, ni au niveau des assemblées provinciales, ni au niveau de l'Assemblée nationale,
qui sont des structures bidons parce que elles tournent à vide. Comment peut-on vendre 25% des forêts d'un pays sans que cela passe par le débat? Vous voyez? C'est ainsi que en recourant par exemple à Noam Chomsky, nous disons que le Congo est un État raté, est un État manqué. Pourquoi? Parce que sa structure extérieure, ses institutions informelles sont vides de contenu. Donc, ce pouvoir n'a aucune pertinence, il n'a aucun sens. Alors, en lien avec ce pouvoir qui n'a aucune pertinence, il y a la question de la Constitution qui est censée être un garant d'une certaine convivialité, comme vous avez utilisé ce mot-là. Mais aujourd'hui, la Constitution fait débat. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le sens d'une Constitution? Qu'est-ce que c'est qu'une Constitution? À quoi ça sert? Une Constitution peut être définie simplement comme étant un ensemble de droits et de libertés fondamentales pouvant aider un peuple à mieux assurer son vivre ensemble. Donc, des droits, des libertés fondamentales qui aident un peuple à mieux assurer le mieux possible son vivre ensemble. J'ai dit le mieux possible parce que une constitution peut être revue, corrigée, augmentée, ainsi de suite. Donc, simplement, on peut définir la constitution simplement comme cela. Et on peut aussi dire simplement que c'est la colonne vertébrale d'un peuple, d'un pays. Et c'est sa loi fondamentale. Oui. Mais alors, en même temps, vous expliquez que c'est comme une dynamique puisque ça peut évoluer. Oui. Alors, pourquoi au Congo, dès qu'elle elle est amenée à évoluer, elle pose problème, elle crée des conflits, elle est source de violence? Oui, elle crée des conflits et là, il y a un travail que le professeur Mbata, qui est constitutionnaliste, a fait et de la bonne manière. Elle crée des conflits parce que il y a dans toutes les constitutions du monde des matières verrouillées. Ah, c'est là. Mais revenons d'abord à la constitution du Congo. N'oubliez pas que ce ne sont pas les Congolais qui ont rédigé cette constitution-là. Une constitution étant la loi fondamentale d'un pays, une constitution étant appelée à aider un peuple à mieux vivre ensemble, doit pouvoir bénéficier de la participation de tout le peuple pour sa rédaction. Donc, le peuple doit être impliqué dans les procédures, dans le débat et la délibération sur les normes constitutionnalisables. Donc, notre constitution, la constitution actuelle du Congo, porte un défaut de fabrication. Elle n'est pas le produit des débats des Congolais et des Congolaises sur les procédures, sur les normes qui ont été constitutionnalisées. Ça, c'est d'un. De deux, pourquoi a-t-elle été créée par autrui? Là, c'est un deuxième problème. N'est-ce pas pour pouvoir servir les intérêts d'autrui? Troisième problème. Si nous disons, soit c'est quand même une constitution, toutes les constitutions du monde ont des matières verrouillées. Et au sujet de la constitution de la République dite démocratique du Congo, les matières verrouillées l'ont été eu égard à notre histoire. C'est important. La constitution peut aussi porter la marque de l'histoire de tout un peuple. Après avoir connu la dictature de Mobutu, les Congolais, ayant participé avec l'étranger à l'élaboration de cette constitution, se sont dit, non, c'est bien qu'on puisse créer des matières verrouillées, de façon que le Congo connaisse une certaine alternance au pouvoir. Alors nous aimons beaucoup plus parler d'alternative que d'alternance. Mais voilà que ces matières
verrouillés font problème. Pourquoi? Parce que la majorité idolâtre voudrait toucher aux matières verrouillées pour s'éterniser à ce pouvoir patrimonial. C'est la raison pour laquelle l'année dernière, par exemple, à partir du 19 jusqu'au 25, nos populations sont sorties dans la rue parce qu'il y avait des articles auxquels on voulait toucher. Il y avait même une loi électorale qui allait toucher à certaines matières de cette constitution. Nos populations sont sorties dans la rue pour dire non, même si elles n'avaient pas participé à l'élaboration de cette constitution. Donc si la constitution congolaise crée des problèmes, c'est parce que pour le moment, il y a des matières verrouillées auxquelles la majorité idolâtre voudrait toucher. Mais cela étant, si demain, ce Congo-là revient sur les rails, on peut revoir cette constitution-là. Il y avait des propositions de constitution faites à l'issue de la conférence nationale souveraine. On pourrait reconduire, par exemple, ces propositions-là et les soumettre au débat et à la délibération du peuple tout entier. Il faudrait rompre avec cette habitude qui consiste à appeler le peuple tout simplement au référendum, parce que quand il y a référendum, il n'y a pas de débat. Comment voulez-vous que la loi fondamentale d'un pays puisse n'être débattue que par des minorités qui siègent comme députés ou ministres? Non. Là, c'est prendre en otage tout un peuple au nom de ceux qu'on estime être ses représentants. Il faudrait que dorénavant, en plus de ceux qu'on estime être représentants, il y ait aussi le peuple tout un chacun qui participe à l'élaboration des textes fondamentaux du pays. Donc à ce moment-là, on a les représentants, les gouvernants, mais aussi le peuple. Hein? Voilà pourquoi l'appel à la naissance et à la connexion des collectifs citoyens et même à l'Assemblée sociale, comme le dirait Dominique Rousseau dans ce livre « Radicaliser la démocratie », cela est aussi important. C'est reparti. Alors ça, vous avez parlé de fossés infranchissables entre le peuple et ses gouvernants. On a vu que la Constitution était là pour justement créer le lien. Et vous avez écrit que le fait d'accéder au peuple n'est pas toujours le fait du peuple, mais souvent des arrangements entre les puissances occultes du monde et quelques nègres de service. Alors, si on estime que on veut refonder l'État congolais, on veut réunir les gens pour débattre d'une constitution, comment recréer la confiance nécessaire puisque cette confiance-là a été brisée? Comment recréer justement cette confiance qui est nécessaire pour qu'on puisse avoir un débat et pour qu'on se dise que la Constitution va enfin me représenter? Voilà, une question très intelligente. Pour que la confiance renaisse, tout le monde doit d'abord pouvoir se reconnaître comme étant citoyen. Être citoyen signifie avoir des droits, des devoirs et des libertés fondamentales qui doivent être respectées. Donc, si nous recréons d'abord le dénominateur commun, Congolais, Congolaises, nous sommes d'abord citoyens et citoyennes. À partir de ce dénominateur commun, nous créons des collectifs, c'est-à-dire partout où nous nous retrouvons. Et là, je recours encore une fois à un petit adage de ma langue qui dit ceci, Badjin Kabuka Tunga, Badjin Kabuka Pam. Donc, ceux qui se retrouvent quelque part et qui constituent une sorte de petit pays, Katunga, c'est le diminutif de Ditunga. Et vous sentez que dans le mot Ditunga, il y a le mot Lingala Kotonga. Donc, le pays, c'est ce qu'on bâtit. C'est ce qui est bâti à partir de Toupang. Toupang, c'est les lieux de rencontre. Là où on lit la parole, on délibère. Alors,
partout où nous nous retrouvons, je prends un exemple bête. Nos villageois, partout où ils sont, ils créent leur collectif, leur petit collectif. Les Congolais de la diaspora créent, de la Belgique, créent un collectif des Congolais de la Belgique, des citoyens et citoyennes congolais de la Belgique. Ceux qui sont en France. Et ces collectifs s'interconnectent sans que nous puissions d'abord dire « moi je suis de tel parti, moi je suis de telle ethnie, moi je suis gouvernant ». Non, nous partons d'une base commune. Tous citoyens et citoyennes. Alors si vous, citoyens ou citoyennes, vous voulez venir solliciter mon suffrage, nous devons d'abord élaborer un profil des gouvernants que nous voulons avoir. Mettons-nous ensemble. Dressons le profil du gouvernant que nous voulons avoir pour demain. Nous dressons ce profil-là. Ensemble, nous disons ce dont notre pays a besoin pour qu'il devienne, comme nous le chantons dans notre hymne national, un pays plus beau qu'avant. Ensemble, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre pays devienne un pays plus beau qu'avant? Là, en tant que citoyens, nous allons par exemple recourir à l'expertise de certains d'entre nous dans certains domaines. Mais en tant que citoyen, vous nous fournissez votre expertise, nous la débattons pour que ça ne soit pas le fruit de quelques experts téléguidés de l'extérieur qui viennent imposer au peuple ce qu'ils pensent. Non, 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 non. Vous nous soumettez le fruit de votre expertise, nous la débattons et nous prenons des décisions communes après délibération. Donc, vous voyez ce qui se passe à ce moment-là, si nous constituons nos collectifs et que nous y débattons des questions liées à l'avenir de notre pays, nos collectifs peuvent devenir des lieux d'apprentissage. Parce que ceux qui savent moins apprennent de ceux qui savent plus, ceux qui savent plus apprennent des questions que ceux qui savent moins, et nous recréons une base nécessaire à la refondation du pays. Donc, nous disons aujourd'hui que si nous prenons notre citoyenneté comme référence, comme dénominateur commun, et que nous définissions notre citoyenneté là comme étant le fait de pouvoir participer à l'édification de la cité et à la maîtrise du destin de cette cité-là, à partir de ce que nous avons comme droit, devoir et liberté fondamentale, on est reparti. On est reparti. Voilà pourquoi nous nous incitons sur la rupture. Le système actuel ne fonctionne plus. Il dysfonctionne. Il est pris en otage. Alors, si nous devons refonder, repartons des collectifs citoyens, repartons de notre citoyenneté comme dénominateur commun. Alors, droit, devoir, liberté, ça nécessite une rupture. Mais aujourd'hui, dans la situation du Congo, avec ces massacres qui perdurent, avec ces rapports qui ne sont pas suivis des faits, avec des arrestations arbitraires, des populations chassées, un gouvernement qui est responsable, ça interpelle tout le monde au niveau justement de sa question de droit et de devoir. Comment aujourd'hui on fait le droit, on agit en tant que citoyen quand on est dans un pays où les intérêts des multinationales écrasent tout? Nous pouvons voir et étudier ce que les autres ont fait. N'oublions pas que le Congo n'est pas l'unique pays où les multinationales travaillent. Non. Comment les autres pays qui ont été eux aussi soumis au pouvoir des multinationales ont-ils fait pour se tirer d'affaire? C'est de cette façon-là que moi j'ai réfléchi. Et quand je pose ces questions-là, j'ai comme référence le Venezuela et la Bolivie, par exemple, ou certains autres pays de l'Amérique latine. Je vois comment, par exemple, Morales et les mouvements sociaux ont travaillé petit à petit sur le temps pour pouvoir renverser la vapeur. Et dès qu'ils ont renversé la vapeur, qu'est-ce que Morales a fait? Il a nationalisé les entreprises publiques. Là, c'est important. Donc,
nous n'avons pas à rester les bras croisés. Cela d'autant plus que nous avons des élites organiques et structurantes. Il y a les mouvements des jeunes qui sont en train de monter et sur lesquels nous comptons beaucoup. Il y a les paysans qui demandent d'être écoutés pour qu'ils se prennent en charge. Il y a les mamans maraîchères qui peuvent s'organiser pour rejoindre le mouvement. Il y a aujourd'hui au Congo ce qu'on appelle le réveil des indignés. Tous ces mouvements-là vont petit à petit, s'ils acceptent de coaliser et de se transformer en collectif citoyen, ils vont demain pouvoir donner une nouvelle impulsion au Congo. Et là, j'évoque un petit conseil de Luciano Canfora dans son livre L'imposture démocratique, qui dit « Les grands changements sont moléculaires ». Donc c'est à partir de la montée des jeunes comme ceux de Change, c'est à partir du réveil des citoyens, c'est à partir des jeunes de la lucha. Petit à petit, il y a quelque chose qui va se structurer et prendre forme et renverser la vapeur. Pourvu que les citoyens organisés à partir de leur collectif participent de tout ce changement-là. Sur le temps long. Alors, justement, sur le temps long, on doit faire face au défi de l'intégration régionale. On a discuté avec le marché commun du Grand Rift. On doit aussi faire face aux enjeux de dislocation des États-nations. On a discuté avec Michel Crozier et la trilatérale. Et donc, sur quelle base, aujourd'hui, on doit refonder un modèle d'État congolais qui va pouvoir intégrer à la fois des questions de fédéralisme, des questions de régionalisation et des questions de décentralisation. Sur quelle base? La base que je voulais donner, c'est sur la base citoyenne. Elle est fondamentale. Mais il faut ajouter à cette base citoyenne une nouvelle matrice organisationnelle qui soit fondée sur des principes du droit international. Le principe de l'égalité souveraine, le principe de la réciprocité, le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Alors, si nous prenons ces trois principes-là et que nous y ajoutons la solidarité, la coopération comme valeur rentrant dans la matrice organisationnelle, nous refondons un nouvel État. Parce que celui manqué dans lequel nous évoluons aujourd'hui recourt à une matrice organisationnelle d'emprunt. C'est la matrice organisationnelle unilatérale. Donc vous ne pouvez pas vouloir aider votre pays à aller de l'avant en fonctionnant avec des valeurs marchandes d'emprunt. Partez de vos valeurs à vous. Qu'est-ce qui a fait la force du Congo pendant tout ce temps qu'il connaît la guerre? C'est la solidarité. Les Congolais ont été solidaires. Ceux de l'extérieur ont beaucoup financé ceux de l'intérieur. Et selon certaines statistiques, ce que les Congolais de l'extérieur envoient aux Congolais de l'intérieur dépasse de loin le budget du pays et même l'aide au développement. Alors voilà une des questions qui se pose. Comment constitutionnaliser cette solidarité de façon qu'elle devienne une valeur socle? Comment constitutionnaliser? Ça serait déjà, par exemple, une réponse à la question économique que le pays se poserait. Est-ce qu'on ne peut pas, demain, avoir une banque congolaise avec des succursales à l'extérieur? Alors, les Congolais qui envoient leur argent au pays, au lieu de passer par les succursales et par les agences
de transfert d'argent passerait par leur banque. Une banque au Congo avec des succursales à Paris, à Bruxelles, à Londres, ça ferait l'affaire. Vous voyez? Donc, mais là, le principe fondateur, c'est lequel? La solidarité. Donc, envoyer de l'argent au Congo passerait par les banques congolaises, non? Et sur ce que les Congolais envoient au pays, l'État prélèverait un peu de sous, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, à partir du principe solidarité, on refonde l'économie du pays. Un exemple. Ok, aujourd'hui, le principe fondateur, c'est plutôt l'argent et les revenus. Au Congo, vous l'aviez écrit, que la pauvreté est abordée sous l'angle des revenus et de l'argent. Or, l'accès des Congolais à leurs droits fondamentaux, libertés fondamentales, est un préalable pour sortir de la pauvreté et s'engager dans le développement durable. Alors, comment politiquement œuvrer dans ce sens, c'est-à-dire aller vers la paix et la justice, avant de parler de développement, parce que une des manières de nous faire voilà. Alors, comment justement politiquement aller dans le sens de la paix et de la justice, avant de parler de développement qui semble être une chimère, qui va résoudre tous nos problèmes et qui n'arrive toujours pas d'ailleurs, ce développement. Sur cette question, je m'inspire beaucoup des écrits de Amartya Sen. Hein? Vous voyez, Amartya Sen nous habitue à penser ensemble développement, justice et liberté. Pourquoi? Parce que un pays qui veut aller de l'avant, qui veut se développer, doit pouvoir garantir les droits sociaux, économiques, culturels, et maintenant on peut même ajouter les droits environnementaux et les libertés fondamentales. Il y a une articulation entre développement et garantie des droits sociaux, économiques et politiques, culturels. Regardez, les droits sociaux, les droits sociaux, par exemple, être payé, c'est un droit social. Avoir accès aux soins, c'est un droit social. Or, les soins, la santé, c'est un capital indispensable à la production, au travail. Donc, quand un pays a son peuple en bonne santé, il peut bien produire. Il peut avoir un travail qui lui permet de pouvoir faire du profit et payer les membres de sa population. Quand les droits culturels sont garantis, quand l'accès à l'école est garanti, un pays forme ses universitaires, ses experts, il forme ses penseurs qui contribuent au développement. Donc, il y a un va-et-vient, une articulation entre la garantie des droits sociaux, économiques, culturels et politiques. Je prends un droit politique, la participation citoyenne. C'est quand les citoyens participent au débat et à la délibération qu'ils peuvent arriver à produire des règles auxquelles ils vont obéir. Donc, les règles du vivre ensemble, quand ils sont produits par un peuple, ce peuple-là se sent concerné par le respect. Il dira non, mais moi j'ai participé à l'élaboration de telles règles, je dois pouvoir la respecter. Donc, s'il y a ce va-et-vient-là, entre la garantie des droits socio-économiques, culturels, politiques et environnementaux, le développement peut être axé sur ce respect-là, le respect de ces droits-là. Donc, ça crée, c'est d'ailleurs le titre de ce livre de Amartya Sen, un nouveau modèle économique.
Quand vous envoyez les filles à l'école, par exemple, vous assurez un droit culturel. Mais vous créez des mamans qui, demain, vont éduquer toute une nation. Vous créez des mamans qui seront capables, par exemple, de contrôler les naissances pour permettre à leur progéniture d'étudier en fonction de ce dont elles disposent comme moyens. Donc, chaque fois que les droits et les libertés fondamentales sont assurés, le peuple s'en retrouve bien et l'État aussi. Donc, il faut... C'est lié, oui. Il y a une complémentarité et une articulation à faire entre, d'une part, la justice, la liberté, les droits fondamentaux, les libertés fondamentales et le développement. Le développement et la démocratie. Parce que la démocratie, c'est aussi cela, le fait de rappeler au peuple que, en tant que souverain premier, il doit pouvoir participer à tous les débats, à toutes les délibérations et à toutes les décisions engageant son devenir. Alors vous venez de faire une proposition qui va à l'encontre de ce que les Américains nous ont proposé. Alors, ils estiment que pour mettre fin au conflit entre le Congo et le Rwanda, il faut développer des échanges économiques. Et ils estiment que en développant l'échange économique, on va rassembler les peuples. Alors, on arrive au fait que la Banque mondiale, le FMI et l'USAID ont sorti plus d'1 milliard de dollars dans le développement de l'Est de la RD Congo depuis 2006. Est-ce que les échanges économiques et d'infrastructures, comme ils le proposent, peuvent-ils se substituer à la justice traditionnelle qui ramèneront la paix et le développement durable? Pas du tout, c'est complémentaire. C'est complémentaire parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'économie qui marche normalement. N'oubliez pas que, en principe, si les pays de l'Afrique veulent se développer, ils devraient se déconnecter de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Parce que cet argent-là a servi à quoi? À construire des îlots de prospérité à l'Est. Cet argent sert à pouvoir couper certaines parties du Congo de l'Est du reste du pays. Donc si on ne fait pas attention, ces îlots de prospérité créés à l'Est vont se rattacher à l'Ouganda et au Rwanda et la balkanisation risque de devenir effective. Est-ce que les échanges commerciaux peuvent favoriser l'entente entre les peuples? Oui. Mais quand ce sont des échanges conçus par les peuples eux-mêmes, après que la justice transitionnelle ait été assurée et que les peuples aient créé des espaces de sécurité. Le marché doit être sécurisant. Il y a... et là, ça renvoie un peu à ce qui se passe dans certains de nos villages. Vous savez que le jour du marché dans certains villages congolais, c'est un grand jour. Pourquoi? Parce que le marché n'est pas simplement le lieu où l'on va acheter. C'est aussi le lieu des rendez-vous, le lieu des échanges. On va boire le maï-maï avec les amis, le vin de palme, on se retrouve au marché là, on boit, on mange, on échange. Et certaines filles qui se sont bien soignées ce jour-là, peuvent au marché être abordées par les garçons. Donc, le marché n'est pas simplement, malheureusement, le marché moderne a fait quoi? A travesti le sens du marché. Le marché moderne se limite aux échanges des biens. Les biens sont troqués contre l'argent. Mais les marchés traditionnels ne se limitaient pas simplement à ce troc-là. C'était aussi des moments, mais des bons moments d'échange. Parce que les gens qui venaient des coins différents se retrouvaient au marché et engageaient le dialogue, échanger, et ça participait de la vitalité de nos villages. C'est ainsi que le marché dans nos villages se déplace d'un coin à un autre. Le podcast Congo Lobby Lelo
est réalisé en collaboration avec le Centre de recherche sur le Congo-Kinshasa CEREC et la plateforme d'information ingeta.com. Retrouvez toutes nos publications sur congolobilelo.com. À bientôt.